Sur la première, 7h35, définition pour commencer. Post-vérité, relatif aux circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence sur la formation de l'opinion que l'appel aux émotions et aux croyances personnelles. Voilà, on va donner une seule définition ce matin, ce sera celle-là. Sommes-nous vraiment, comme beaucoup le craignent, entrés dans cette ère de la post-vérité? Et si oui, comment s'en prémunir, ou au moins comment en atténuer les effets? Le plaisir pour en parler ce matin de recevoir quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à la question, qui n'est pas journaliste, qui n'est pas politologue, mais qui est géographe. C'est le deuxième géographe invité sur nos ondes ce matin. Ola Söderström, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h. Vous êtes professeur de géographie sociale et culturelle à l'Université de Neuchâtel, également président de la division sciences humaines et sociales du Fonds national suisse de la recherche scientifique, j'y arriverai. Qu'est-ce qui amène comme ça un géographe à s'intéresser sur les effets de la post-vérité? A priori, je disais, c'est plutôt des chercheurs en médias ou des politologues. Un géographe, qu'est-ce qu'il a à faire là-dedans, au fond? C'est parti finalement d'une de ces nouvelles inquiétantes qui nous arrivent depuis quelque temps. Vous avez peut-être vu, c'était l'objet d'un article que j'ai écrit dans le temps là-dessus, que le 11 janvier, donc il y a quelques semaines, des élus républicains ont déposé un projet de loi au Congrès américain qui demande l'abrogation d'une loi qui vise à lutter contre la discrimination en termes d'accès au logement. Alors là, on peut se dire finalement c'est une loi, c'est un retour de balancier, c'est une lutte simplement gauche-droite. Ce qui est plus inquiétant et plus pervers avec ce projet de loi, c'est qu'il demande de couper les financements à toute recherche qui tente de documenter cette discrimination en termes de logement. Et ça, c'est une question qui aux États-Unis est très importante, qui a une longue histoire. Les droits civiques dans les années 60 ont mis en évidence cette question de la ségrégation avant tout raciale dans les villes, cette sorte d'apartheid américain comme l'ont appelé certains chercheurs. Et finalement, ça vise à mettre fin à 50 ans de suivi autour de cette question de la discrimination raciale. Est-ce qu'elle est toujours là, en dépit des lois qui ont été votées, et notamment la loi de 1968 qui s'appelle la Fair Housing Act et qui visait à sortir de cette situation-là. Donc ce qui est inquiétant pour moi là-dedans, c'est finalement la volonté de ne pas savoir. La lutte contre les faits est plus que la question de la post-vérité pour moi, on peut en parler encore. C'est un terme qui ne vous convient pas ? C'est-à-dire qu'il est utile parce qu'il permet d'alerter, il nous alerte, il nous fait discuter ce matin, et donc il met le doigt sur un problème. En même temps, il tendrait à faire penser que nous sommes passés de l'ère de la vérité à une ère qui n'est plus celle de la vérité. Donc vous diriez quoi? Politique de l'ignorance, quelque chose comme ça? Alors c'est ce que je dis avec d'autres, c'est qu'il y a une sorte de politique de l'ignorance, et on peut parler d'une politique de l'ignorance quand on peut commencer à ajouter certains événements, certaines décisions les unes à côté des autres, notamment aux États-Unis avec le gel par Trump des recherches faites par l'Agence sur la protection de l'environnement. Une première liste qui avait été faite, ensuite l'équipe Trump est revenue en arrière et elle avait voulu faire une liste de tous les chercheurs qui travaillent sur le changement climatique. Toute une série de signaux qui, mis bout à bout, tendraient à penser qu'il y a une sorte de politique de l'ignorance et une volonté de mettre au fond un voile d'obscurité sur des vérités qui dérangent, pour reprendre le terme d'Al Gore, mais des vérités qui dérangent qui ne sont pas simplement celles qui sont relatives au changement climatique et au réchauffement, mais aussi à toute une série de phénomènes sur lesquels on préfère effectivement entrer et être dans une gestion des émotions, dans le mythe et dans la rumeur, plutôt que dans un débat qui est fondé sur des faits. Bon, puisque nous sommes dans un média, là, ce matin, ici en direct au La Söderström, les médias américains, européens, suisses, romans, pourquoi pas, quelle part de responsabilité ont-ils dans cette course à l'émotionnel? Je pose la question sans piège. Au fond, c'est aussi un vecteur important de cette politique de l'ignorance, non? Alors, disons, les médias sont divers, vous le savez bien. Certains médias font un travail de qualité, d'autres, on peut peut-être davantage le discuter. Donc, ils sont à la fois responsables dans la mesure où il y a une sorte de volonté de rendre l'information spectaculaire et d'aller chercher les bons clients, ceux qui font le spectacle, ceux qui créent l'émotion, ceux qui sont clivants, plutôt que d'aller chercher plutôt des membres d'un débat plus raisonnable. En même temps, c'est aussi la solution, c'est-à-dire que les médias sont, et je crois que là il y a une cause commune entre les chercheurs et les médias, c'est-à-dire que ce que nous faisons en commun quand nous faisons bien notre travail, c'est que nous faisons de la bonne fabrication des faits, nous sommes des bons artisans des faits.
J'écoutais ce matin à la radio et j'entendais le Nouvelliste tenter de mesurer de façon, je crois, sérieuse l'effet de la loi Weber. Là, il y a une volonté de produire des faits pour sortir de la rumeur. C'est l'alliance du journaliste et du chercheur. Effectivement, on se retrouve là-dessus. C'est-à-dire, on se retrouve sur l'idée de fabriquer, au bon sens du terme, des faits qui sont relativement robustes. Et là, je pense qu'il y a une alliance qui est intéressante et qui fait que, aussi, qui explique que pourquoi, au fond, les experts, les chercheurs sont aussi présents dans les médias et dans la presse, de plus en plus présents. Et c'est particulièrement le cas en Suisse romande, d'ailleurs, je dirais. Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver entre nous, entre journalistes et chercheurs, de recréer une sorte de pensée unique si on met tout ce petit monde ensemble? Je vois déjà les commentaires des gens qui pourront nous dire, bah, vous voyez, ils pensent ensemble, ils pensent entre eux. C'est l'élite. C'est l'élite, c'est une fabrication d'une nouvelle pensée unique. Vous voyez la critique poindre. Comment répondre à cette critique? Alors effectivement, mais le fait que les journalistes et les chercheurs travaillent ensemble ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rapport de travail auprès de la population. Je fais de la recherche souvent qualitative. Je travaille je suis sur le terrain. Et nous sommes très nombreux à être sur le terrain, à être au contact de ce que font les gens, de ce que pensent les gens, comme les journalistes. Et ce contact-là, il ne doit pas être du tout perdu. Ça n'exclut pas finalement un rapport très immédiat et un bien au fond, pensé avec la population. On va peut-être développer ce sujet encore un peu plus à fond dans quelques minutes. Cette politique de l'ignorance, adoptant ce terme ce matin, vous la voyez se développer aussi clairement en Suisse, peut-être dans un certain courant politique? Je vous pose la question. Alors, on entend certains membres de certains courants politiques dire « je travaille à la mort du journalisme ». On voit des financements qui visent à démanteler la SSR. On va en parler peut-être tout à l'heure. On en parlera à travers la revue de presse. Voilà, oui. donc il y a toute une série d'éléments qui, à nouveau, je pense qu'il faut éviter une théorie du complot. Il ne faut pas simplement mettre bout à bout les choses et en déduire qu'il y a une grande manipulation qui est en train de se produire. Mais je pense qu'il faut être extrêmement vigilant et voir qu'il y a effectivement des tendances. Et il y a aussi des milieux, des formes de politique pour lesquelles il est intéressant de ne pas avoir un débat fondé en raison et d'avoir plutôt un travail sur l'émotionnel et sur le mythe. Alors comment résister à ceux qui résistent aux faits? Posons la question comme ça, Ola Söderström. Quelle tactique de résistance avons-nous en main, que nous soyons chercheurs ou journalistes ou tout simplement le citoyen qui veut se faire une opinion sur les faits? Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, les chercheurs commencent à réagir. Et il y a une marche pour les sciences. J'aime bien le terme « les sciences ». Il n'y a pas une science, il y a différentes manières de travailler. Ce qu'on a en commun dans les sciences, c'est tenter de travailler de façon rigoureuse et transparente, qui est prévue, cette marche pour les sciences, le 22 avril, un peu partout. C'est une initiative qui vient des États-Unis. C'est une façon de mobiliser les chercheurs, de les faire sortir de leurs universités. Donc ce sera une marche mondiale? C'est une marche... Alors, je n'ai pas la géographie complète de la marche. Je sais qu'il y a des marches sont prévues dans plusieurs villes françaises, dans des villes américaines. En Suisse, je n'ai encore rien vu, mais j'espère que je me trompe, que les choses vont se passer. C'est un appel que vous lancez là ce matin à vos collègues chercheurs? Alors, disons, l'appel que j'aimerais lancer, il est plutôt sur autre chose, parce que là aussi, il y a un peu un risque de corporatisme, que cette marche soit lue comme une volonté de défendre une position, de défendre des crédits. Et je pense que la question est plus générale, c'est-à-dire qu'elle est plus... C'est plus une question de défense, au fond, d'un débat démocratique qui est fondé sur des faits. Et là, je pense que ce que nous devons tenter de créer, c'est ce que nous disions tout à l'heure en y faisant allusion, c'est des nouvelles plateformes, inventer de nouveaux sites de référence en collaboration entre les milieux scientifiques, les chercheurs et les médias, et notamment les médias publics. Ah, quand vous dites site, donc site web évidemment, site internet ou des sites physiques, des bâtiments, de quel site parlez-vous là en l'occurrence? Ça peut être les deux d'ailleurs. Alors je pense qu'il faut les deux. Donc nous sommes dans un moment de transition et beaucoup plus rapide que ce que nous pouvions penser. Depuis quelques mois, quelques années maintenant, nous voyons la transformation extrêmement rapide. La presse écrite est en train presque de s'effondrer. On peut enlever le presque. Voilà, merci. Je pense qu'on peut l'enlever. Et il faut, je pense, dans ce moment-là, réfléchir, et réfléchir, je pense, assez collectivement, à quels peuvent être les nouveaux supports. Moi, je ne sais pas quel langage il faut inventer. Il faut trouver des nouveaux supports, sans doute électroniques, mais je pense qu'il faut inventer des supports qui correspondent,
tiennent en considération les nouveaux usages de l'information, des nouveaux rapports aux médias et à la presse. Quand je demande à mes étudiants comment ils s'informent sur une question, ils ne lisent pas la presse, ils n'écoutent malheureusement pas ce que nous sommes en train de faire très souvent. Ils ont bien tort. Et ils ont tort. Ça passe par les réseaux sociaux et par d'autres moyens. Et je pense qu'il faut créer un paysage qui permette de naviguer. C'est-à-dire que ce à quoi nous avons assisté depuis quelques années, c'est que le passage de quelques canaux de communication de l'information où peu ou prou, il y avait finalement un accord sur une forme de vérité. Et maintenant, quelque chose qui est une sorte de prolifération des canaux et qui fait que finalement, toutes les versions sont possibles. On peut donner crédit à des créationnistes comme à des darwinistes de la même manière, et une sorte d'équivalence généralisée. Et je pense qu'il faut tenter de créer un paysage où on voit, où on peut s'orienter. Et je pense qu'on peut le faire effectivement avec des lieux où on travaille ensemble et où on se forme mutuellement entre chercheurs et journalistes. Donc j'entends vos propos, j'essaie de décrypter, d'imaginer à quoi ça pourrait ressembler. C'est une sorte de campus, quoi, physique, un bâtiment quelque part en Suisse ou en Suisse romande qui rassemblerait des chercheurs de tous ordres, des géographes pourquoi pas, des journalistes, et qui créerait une sorte de nouveau média en interaction. Ça pourrait ressembler à ça? Alors, à mon avis, il faudrait tenter de lancer l'idée d'un laboratoire. Et c'est un peu un appel que je lance auprès de mes collègues qui sont recteurs et rectrices des universités en Suisse, auprès des décideurs qui peuvent mettre des fonds, parce que beaucoup de fonds sont consacrés par les universités à la communication de la recherche. C'est une bonne chose. Ça permet aussi aux contribuables de voir où l'argent est investi. Et c'est aussi un appel qui est lancé auprès de la SSR, par exemple, mais aussi des groupes privés de presse, si tant est qu'ils veulent encore faire vraiment de la presse, parfois on peut se demander, pour créer effectivement un lien qui soit aussi un lien de formation mutuelle, un lien qui soit un laboratoire pour créer des nouveaux instruments, des nouvelles plateformes. Et là, notamment, le savoir technique des EPF peut être extrêmement utile. Et aussi pour créer des nouveaux langages véritablement journalistiques qui correspondent au mode de consommation, au mode d'usage de la presse et des médias aujourd'hui. Et les idées qui dérangent ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qu'ils appellent la bien-pensance, etc. Est-ce qu'ils arriveront à s'exprimer par ces canaux-là, ou est-ce que de nouveau on fera un procès en élitisme à ces campus pilotes à la Söderström? Alors bon, l'élite est à bon dos, c'est-à-dire que je ne pense pas que nous soyons dans une période totalitaire, mais il y a des sortes de tendances totalitaires aujourd'hui. Et une des logiques totalitaires, c'est celle de créer ce que le philosophe français Claude Lefort appelait un peuple un, une sorte de masse indistincte qui soit solidaire. Et pour créer ce peuple un et indivisé, la démocratie a besoin de la diversité, il faut un autre extérieur, une sorte de grand mal généralisé. Ça a été les Juifs, aujourd'hui ils le sont encore malheureusement. Aujourd'hui c'est l'élite, c'est l'establishment, ce sont les Mexicains parfois. Mais je pense que ce discours sur l'élite est extrêmement fatigant parce que au fond, c'est une manipulation, cette question-là aussi.